25 novembre 1991. Un Français pousse la porte d'une prison californienne. De l'autre côté, l'attend un homme de plus de 2 mètres de haut. Quelques années plus tôt, il a assassiné ses grands-parents, puis 6 étudiantes, puis sa propre mère, avant de jouer aux fléchettes avec sa tête décapitée. Son nom est Ed Kemper. À l'époque, il est déjà considéré comme l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire américaine. Pourtant, lorsque la caméra s'allume, l'entretien ressemble presque à une conversation ordinaire. Uh-oh, we're getting serious now. I can tell. The tape is rolling. And What were those fantasies? what were they? No, yes. Possessing the severed heads of women. D'un côté, un géant à la voix calme qui raconte ses crimes avec une précision glaçante. De l'autre, un Français discret, légèrement dégarni, lunettes métalliques sur le nez, qui l'écoute attentivement. Cet homme s'appelle Stéphane Bourgoin. Pendant les 30 années qui vont suivre, il va devenir le spécialiste français des tueurs en série. Documentaires, livres, émissions de télévision, conférences. Au fil de sa carrière, il affirme avoir rencontré 77 serial killers. En France, personne, ou presque, ne connaît mieux les tueurs en série que lui. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. En 2020, plusieurs internautes commencent à vérifier son histoire. Et ce qu'ils découvrent est vertigineux. Car derrière l'expert reconnu, qui aurait par exemple interviewé Charles Manson, célèbre gourou criminel américain, se cache un homme qui a passé des décennies à embellir son passé, gonfler ses exploits et réécrire sa propre biographie. Alors, comment est-il devenu la référence nationale sur les serial killers? Et surtout, à partir de quel moment Stéphane Bourgoin a-t-il commencé à mentir? Mentir est une chose, convaincre les médias, la France, le monde entier en est une autre. Dans ce nouvel épisode de notre série Imposteur, je vous raconte l'histoire de Stéphane Bourgoin. Pour comprendre Stéphane Bourgoin, il faut revenir bien avant Ed Kemper, l'homme dont je vous parlais en début de vidéo. Bien avant les prisons américaines, bien avant les plateaux de télévision. À une époque où il n'est encore qu'un adolescent parisien fasciné par le cinéma. Né en 1953 à Paris, Stéphane Bourgoin grandit dans un environnement assez éloigné de l'image qu'il donnera plus tard. Son père, Jean Bourgoin, est polytechnicien, un homme brillant, rigoureux, exigeant. Sa mère, une interprète allemande, lui donne naissance à 43 ans. Stéphane est leur unique enfant. Mais très vite, le jeune homme se passionne davantage pour les salles obscures que pour les salles de classe. Le cinéma devient une obsession. Il enchaîne les projections, découvre le nouvel Hollywood, les films policiers, les séries B, des fictions à petit budget, les productions indépendantes américaines. À mesure que les années passent, une idée s'impose, il veut vivre aux États-Unis. L'Amérique représente alors tout ce qu'il fascine. Le cinéma, la liberté, l'aventure. En 1975, il quitte la France et s'installe à New York. Loin de l'image du futur expert criminel, Bourgoin enchaîne les petits boulots. Vit dans des appartements modestes, travaille sur des tournages à petit budget, parfois même sur des productions pornographiques. Mais il est heureux, car il vit enfin dans le pays qu'il admire depuis son adolescence. Et il arrive à un moment très particulier. Car l'Amérique est alors en train de découvrir un phénomène qui va bouleverser son imaginaire collectif, les serial killers. Ted Bundy, David Berkowitz, John Wayne Gacy, partout les médias s'emparent de ces affaires. Et Stéphane Bourgoin va rapidement s'y intéresser. En 1976, lors d'un séjour en Floride, Bourgoin rencontre une jeune femme nommée Suzanne Bicrest. Elle travaille comme serveuse dans un bar de Daytona Beach. Pour compléter ses revenus, elle se prostitue occasionnellement. Les deux se fréquentent, combien de temps exactement, les versions divergent. Mais une chose est certaine, quelques mois plus tard, Suzanne est assassinée. Son corps est retrouvé dans un étang. Le meurtre est documenté, les archives existent, le drame semble réellement marquer Bourgoin. Il commence alors à lire tout ce qu'il trouve sur les crimes violents, à collectionner des coupures de presse, à s'intéresser aux enquêtes criminelles, à chercher à comprendre ces meurtres qui fascinent alors l'Amérique.
Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Seulement, un passionné. Mais plusieurs années plus tard, cette histoire va profondément changer. Susan Beckrest va disparaître. À sa place, apparaîtra une jeune femme nommée Aileen. Selon les interviews, Aileen est sa compagne, parfois sa fiancée, parfois sa femme. Le meurtre devient également plus spectaculaire, plus violent, plus traumatisant. Et surtout, Bourgoin raconte avoir découvert lui-même le corps démembré et suivi l'enquête de très près. Une histoire bien plus romanesque, bien plus tragique et surtout beaucoup plus efficace pour expliquer son obsession des tueurs en série. Le premier grand mensonge est né. À la fin des années 70, Stéphane Bourgoin se lance dans un projet étonnant. Il décide d'aller rencontrer les tueurs en série eux-mêmes. Bourgoin écrit aux administrations pénitentiaires, demande des autorisations, accumule les refus, puis finit par obtenir certains entretiens. En 1979, il rencontre Richard Chase, le tristement célèbre vampire de Sacramento. Un homme persuadé que son sang se transformait en poudre et qui buvait celui de ses victimes. Quelques années plus tard, il rencontre Ed Kemper, puis d'autres criminels. Ces rencontres sont réelles, les images existent, les vidéos aussi, et elles contribuent à bâtir sa réputation. Lorsqu'il revient en France, il possède quelque chose d'unique, des archives, des témoignages, des images inédites, une connaissance immense du sujet. À ce stade, Bourgoin n'est pas un imposteur. Il est réellement en train de devenir l'un des meilleurs spécialistes français du crime en série. Mais c'est justement là que les choses deviennent intéressantes, car sa carrière fonctionne, très bien même, et pourtant cela ne semble pas lui suffire. À mesure que sa notoriété grandit, dans les années 90, Stéphane Bourgoin ne se contente plus de raconter les tueurs en série. Il commence aussi à raconter Stéphane Bourgoin. Et son passé devient peu à peu aussi fascinant que ses conférences. Lors de plusieurs interventions publiques, il affirme notamment avoir été footballeur professionnel. Selon lui, il aurait joué pendant 7 ans au Red Star, l'un des clubs historiques du football français. L'information est rarement remise en question. Après tout, pourquoi inventer une chose pareille? Le problème apparaît lorsqu'on tente de reconstituer sa chronologie. Bourgoin affirme être parti vivre aux États-Unis au milieu des années 70. Il explique également avoir vécu plusieurs années sur le sol américain avant la mort de celle qu'il présente alors comme sa compagne. À cela s'ajoutent d'autres récits dans lesquels il raconte avoir habité avec sa femme dans le Maine, à proximité de l'écrivain Stephen King. Mais lorsqu'on additionne toutes ces années, quelque chose ne colle plus. Comment avoir mené simultanément une carrière professionnelle de 7 ans au Red Star, tout en visant plusieurs années aux États-Unis avant l'âge de 23 ans? Une question à laquelle on répondra plus tard. En attendant, l'expert des serial killers semble incapable de résister à l'envie d'ajouter une ligne supplémentaire à sa légende. À partir des années 1990, Stéphane Bourgoin devient incontournable. Les médias l'invitent partout, ses livres se vendent, ses documentaires circulent, et avec cette notoriété arrive un nouveau titre, un titre qui impressionne immédiatement, le FBI. Au fil des interviews, Bourgoin affirme avoir suivi plusieurs formations à Quantico, le prestigieux centre d'entraînement du FBI. Une affirmation impressionnante, car à l'époque, il est pratiquement impensable qu'un civil français bénéficie d'un tel privilège. Mais personne ne vérifie. Le récit est séduisant. Après tout, pourquoi mentirait-il? L'histoire est reprise, encore et encore, puis elle devient un fait acquis. Bourgoin est désormais présenté comme un homme formé par le FBI, un titre qui lui ouvre encore davantage de portes en France et dans le monde entier. Le problème est qu'aucune preuve solide ne viendra confirmer cette histoire. Dans les années 2000 et 2010, une nouvelle évolution apparaît. Bourgoin ne se contente plus de raconter des histoires, il s'y insère. Petit à petit, il devient le personnage principal des récits qu'il a rapportés auparavant comme simple observateur. En Afrique du Sud, l'affaire Stewart Wilken en est un parfait exemple. Dans son livre, publié en 2003, Bourgoin explique correctement que les aveux du tueur sud-africain ont été obtenus grâce à un policier qui avait tapissé la salle d'interrogatoire de photographies d'enfants. Mais 15 ans plus tard, le récit a changé. Cette fois, c'est Bourgoin lui-même qui demande les photographies. C'est lui qui mène l'interrogatoire.
C'est lui qui obtient les aveux. Le policier a disparu. Le narrateur est devenu le héros. Même évolution avec une anecdote racontée par la profileuse sud-africaine Nikki Pistorius. À l'origine, c'est elle qui est aspergée d'asticots lorsqu'un hélicoptère se pose trop près d'un corps en décomposition. Mais quelques années plus tard, devant certains publics, Bourgoin raconte exactement la même scène. L'histoire est saisissante, sauf qu'elle pose un problème. Stewart Wilken, responsable des meurtres, était déjà en prison à certaines dates évoquées par Bourgoin. Et surtout, la profileuse sud-africaine Nikki Pistorius affirme que Bourgoin n'a jamais participé à ces interrogatoires. Certaines anecdotes racontées par le Français seraient même directement inspirées de son propre vécu. Autrement dit, Bourgoin ne se contente plus d'exagérer. Il s'approprie parfois des histoires vécues par d'autres. Il est désormais l'un des protagonistes principaux. Comme si toutes les grandes histoires criminelles finissaient inexorablement par tourner autour de lui. Le 20 novembre 2017, au lendemain de la mort du gourou criminel américain Charles Manson, les médias français cherchent des spécialistes capables de commenter l'événement. Comme souvent, ils appellent Stéphane Bourgoin. Charles Manson, gourou d'une secte, a été condamné en 1971 à la prison à vie pour avoir commandité le meurtre très médiatisé de l'actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski, alors enceinte de 8 mois et de 4 de ses amis. Dans plusieurs interviews, notamment au Parisien et à 20 minutes, il raconte alors sa rencontre avec Charles Manson au début des années 80. Selon lui, Manson aurait immédiatement cherché à prendre l'ascendant psychologique. Il raconte « Il s'est installé sur une chaise en s'asseyant sur le dossier afin de me dominer physiquement. Je me suis donc aussi assis sur le dossier de la chaise. Après quelques minutes, il s'est installé normalement pour me faire face. » L'anecdote est excellente, le problème est qu'elle existe déjà. 22 ans plus tôt, en 1995, l'ancien profiler du FBI John Douglas raconte exactement la même scène dans son livre Mindhunter. Lui aussi décrit Manson assis sur le dossier de sa chaise. Lui aussi explique comment le criminel tente d'imposer sa domination psychologique. La ressemblance est troublante, mais ce n'est pas tout. 2 ans plus tard, en 2019, Bourgoin participe à une émission spécialisée consacrée à Charles Manson sur CNews. Cette fois, il raconte une autre version de leur rencontre. Selon lui, tout serait produit complètement par hasard. Alors qu'il rendait visite à Ed Kemper dans une prison californienne, les 2 hommes se promènèrent ensemble dans les couloirs de l'établissement. Soudain, ils croiseraient Charles Manson. « Hey Charlie !» lui lancerait Kemper. Quelques minutes plus tard, le tueur proposerait à Bourgoin une rencontre privée. Et 1 heure après seulement, un gardien accompagnerait le Français dans une salle où il discuterait, seul à seul, avec Charles Manson. Racontée ainsi, l'histoire ressemble davantage à une scène de film qu'au fonctionnement réel d'une prison de haute sécurité américaine. Mais sur le plateau, personne ne relève l'invraisemblance. Comme souvent, la réputation de Bourgoin suffit, car c'est toute la force de son personnage. Quand il raconte quelque chose, les gens ont envie de le croire. Entre 2010 et 2020, Stéphane Bourgoin est au sommet de sa notoriété. Ses livres se vendent par milliers, ses conférences payantes affichent complet, les médias continuent de l'inviter dès qu'une affaire criminelle fait l'actualité. En 2014, le criminologue Stéphane Bourgoin affirme dans un nouveau livre qu'il a découvert l'identité du tueur du Dahlia noir, cette femme mutilée en 1947 à Los Angeles. Mais à mesure que sa réputation grandit, ses récits deviennent aussi de plus en plus extravagants. Comme si le spécialiste des tueurs en série ne pouvait plus se contenter d'étudier les criminels. Il fallait désormais posséder une partie d'eux. En 2015, Bourgoin publie un ouvrage consacré à Gérard Schaeffer, ancien policier américain devenu tueur en série. Schaeffer est soupçonné d'avoir assassiné plusieurs dizaines de femmes avant d'être lui-même tué en prison en 1995. Pour promouvoir son livre, Bourgoin multiplie les publications sur les réseaux sociaux. Et très vite, ses affirmations prennent une tournure étonnante. Il explique posséder une partie des restes du criminel. Des cheveux, des ongles, des fragments d'os, de la peau, voire même une oreille. Selon certaines publications, il aurait également récupéré le poignard nazi utilisé par Schaeffer, ainsi que des morceaux de l'arbre auxquels le tueur attachait certaines de ses victimes. Les réactions oscillent entre fascination et dégoût. Mais Bourgoin ne s'arrête pas là.
il plaisante même sur la possibilité de fabriquer des chaussures avec la peau du meurtrier, ou encore un porte-monnaie avec certaines parties anatomiques du criminel. Pour ses admirateurs, cela participe au personnage. À cet homme qui fréquente les tueurs depuis 40 ans et semble vivre au milieu de leurs reliques. Pour d'autres, le malaise grandit, car une question demeure, toutes ces histoires sont-elles vraies ? En 2019, il affirme avoir rencontré plus de 77 tueurs et tueuses en série dans le monde entier. À ce stade, Stéphane Bourgoin n'est plus seulement devenu le spécialiste des tueurs en série, il est devenu un personnage à part entière. Pendant près de 40 ans, personne ne remet véritablement en cause cette légende. Puis Internet et une nouvelle génération de passionnés s'en mêlent. En janvier 2020, un collectif anonyme nommé Quatrième Œil Corporation publie sur YouTube une première vidéo consacrée à Stéphane Bourgoin. Ses membres ne sont ni journalistes, ni policiers, mais de simples passionnés d'affaires criminelles qui suivent son travail depuis des années. Seulement voilà, certains détails de ses récits leur semblent étranges. Alors, ils décident de vérifier. Ce qui devait être un simple fact-checking va rapidement se transformer en une vaste enquête sur l'homme qui, depuis plus de 40 ans, s'est imposé comme la référence des tueurs en série. Pendant des mois, les 8 internautes font un travail monumental. Ils vérifient tout sur Bourgoin. Les interviews, les conférences, les livres, les déclarations publiques, tout est passé au crible. Peu à peu, les contradictions apparaissent. L'histoire d'Aileen, le FBI, les chiffres, les anecdotes, les emprunts à d'autres enquêteurs, les erreurs chronologiques, tout est minutieusement documenté. Des coups de fil sont même passés à des agents du FBI et des proches des tueurs en série américains que le criminologue dit avoir côtoyés. Leurs réponses sont systématiquement les mêmes, jamais entendu parler du personnage. Et concernant les pièces à conviction liées à Gérard Scheffer, le greffe du tribunal de Sainte-Lucie, en Floride, affirme qu'elles sont toujours conservées par la justice. Pour la première fois, des personnes vérifiaient réellement ce que Bourgoin raconte. Et la machine se grippe. Face à l'accumulation des preuves, il finit par reconnaître plusieurs mensonges. Oui, Aileen n'existe pas. Oui, il a exagéré son rôle dans certaines affaires. Oui, il a amplifié certaines histoires. Oui, il n'a jamais été footballeur professionnel. Oui, il a enjolivé son parcours. L'homme, qui a passé sa vie à raconter les mensonges des autres, doit désormais répondre des siens. L'histoire de Stéphane Bourgoin est sans doute l'une des plus étranges de notre série, parce qu'il n'était pas un imposteur ordinaire. Il n'a jamais prétendu être chirurgien sans diplôme, ni pilote sans licence. Que reste-t-il alors de vrai dans ce que Stéphane Bourgoin raconte ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a rencontré 9 tueurs en série, ceux pour lesquels une preuve audio ou vidéo existe. C'est par exemple le cas de l'entretien que Stéphane Bourgoin a mené en 1991 avec Ed Kemper. On est donc loin des 77 qu'il répète avoir rencontrés. Face à l'accumulation des preuves, Stéphane Bourgoin a donc dû finir par reconnaître une partie de ses mensonges. J'ai exagéré mon importance. Reconnaît-il ? J'ai parfois dit des conneries. Mais son histoire soulève une question plus troublante. Comment autant de personnes ont-elles pu croire ces histoires pendant si longtemps ? La réponse est peut-être que Bourgoin n'était pas seulement un menteur. Il était aussi un véritable spécialiste. Même après les révélations, plusieurs magistrats, policiers et enquêteurs continuent de souligner la qualité de ses connaissances. Certains rappellent qu'il avait compris certains profils criminels des années avant l'arrestation des coupables. Le plus ironique dans cette affaire, c'est peut-être que Stéphane Bourgoin a passé sa vie à étudier des hommes qui fabriquaient des identités fictives pour manipuler les autres. C'est tout le paradoxe de Stéphane Bourgoin. Ses compétences étaient réelles, ses mensonges aussi. Ces mensonges, Stéphane Bourgoin en a déjà concédé un certain nombre dans les médias où il fut jadis invité. Et aujourd'hui, c'est au travers d'un livre qu'il revient sur ce qu'il abrite derrière le syndrome de l'imposteur. Dans Mensonges et vérité, paru il y a quelques semaines aux éditions Flag, il reconnaît une nouvelle fois des récits embellis, des blagues, mais que l'essentiel de son travail relève d'enquêtes authentiques et de rencontres bien réelles. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Imposteur, où vous pourrez retrouver nos autres épisodes durant l'été. Alors, n'hésitez pas à vous abonner.